N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonjour, donc est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom s'il vous plaît? Alors je m'appelle Antoine, Antoine Boudinet, j'ai 26 ans, j'ai été blessé le 8 décembre à Bordeaux à cause d'une grille F4 et aujourd'hui on organise ce rassemblement pour les violences policières, pour alerter les gens sur les violences policières et réclamer justice pour toutes les personnes qui ont été victimes de ces violences. Donc nous, là c'est la troisième manifestation qu'on organise. Là malheureusement je suis un des seuls représentants du collectif présent aujourd'hui parce qu'ils vont arriver, ils sont en chemin, ça fait partie des aléas de la vie, c'est comme la pluie qu'on a eu tout à l'heure, ça arrive, on s'adapte, ça va fonctionner de toute façon. Et on a des gens qui se sont bien mobilisés pour nous et ça c'est génial. Et vous me dites si mes questions vous dérangent, comment vous vivez maintenant votre nouvelle vie depuis... Ça va. On fait avec. Le collectif me permet vraiment de donner un cap qui me permet de faire un peu le... Bien sûr. Enfin, de pas être tout seul en fait. Tout simplement face à tout ça. Vous avez beaucoup de soutien avec ce collectif et des personnes extérieures? Bien entendu avec ma famille, avec mes amis. Heureusement qu'ils sont là, c'est eux principalement qui me soutiennent. Mais le collectif m'aide aussi énormément. On marche un peu doucement. Ouais, c'est vrai. En tout cas, vous avez gardé votre énergie, c'est magnifique parce que du coup, on voit que vous gardez votre énergie, vous êtes à fond, c'est génial. Franchement, vous êtes très courageux. Hein. Et là, et puis les gens sont motivés, ils sont venus, ils ont fait. Regardez ça, c'est pas notre collectif, hein, c'est le collectif. Enfin, ce sont les gilets jaunes qui David arrive, il fait partie des 10 qui arrivent. David va arriver, d'accord, c'est génial. Février 2007, les jeunes de 15 et 17 ans meurent lors d'une poursuite sans Septembre 2009, Hakim Djelassi, un homme de 31 ans, meurt à la suite d'un transfert en de police à Lille. Octobre 2009, Mohamed El Matari, un homme de 31 ans, à Lyon, meurt en tentant d'échapper à un contrôle routier à Préjus dans le Var. Novembre 2009. Grenoble, Karim Bouda, 27 ans, étudie une balle dans la tête. Demandez votre prénom si ça vous ennuie pas. Samia, je m'appelle Samia. Donc enchantée, Samia. Enchantée. Bon, je suis venue soutenir donc, les personnes qui ont organisé ça par rapport à tous les blessés, les mutilés que nous avons eu à Bordeaux et ailleurs. Là, je distribue un tract parce que nous sommes plusieurs syndicats en fait. Hein. Je suis syndicaliste. Tout le monde est bienvenu hein, dans le mouvement. Oui, je peux vous en prendre un, ça vous dérange? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Voilà, donc on s'est regroupé pour un des blessés qui a eu une main arrachée pour organiser un soutien donc, et administratif et financier par rapport à l'achat d'une prothèse là parce qu'il a eu pas mal de problèmes à obtenir des remboursements de l'État. Donc pour l'instant il y a eu un accord de principe pour un remboursement à 100% de sa prothèse, mais tant que nous n'avons pas des papiers écrits, on continue de faire la cagnotte. Voilà. L'idée étant de lui acheter une prothèse qui lui permettra de retravailler, voilà, parce qu'il est marin de métier. On fait le pont de pas. On fait le pont de pas. Sur les marches avec toute la bande. C'est une marche, c'est une marche. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part.
les gens puissent aussi les entendre, même si les slogans, je les adore, hein, toujours autant. Ces personnes qui sont nommées par cette bande audio sont toutes les personnes qui ont été tuées suite à leur rencontre avec la police depuis 2005. Elle n'est même pas à jour, puisqu'à ce jour, en 2019, on est déjà à au moins 30 personnes qui ont été tuées par la police. Rien qu'en 2019. Et c'est en moyenne 15 par an de cette bande audio qui décrit les noms et la façon dont ils ont été tués dure 25 minutes. Durant 25 minutes, vous avez le nom de toutes les personnes qui, suite à leur rencontre avec la police, ont perdu la vie. Certaines ont été médiatisées, d'autres non. Mais toujours est-il qu'effectivement ces personnes, au même titre que tous les blessés, ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Aucun, je dis bien aucune excuse ne peut justifier le fait de perdre la vie, de perdre une main ou un œil à cause de la police. Ils essayent à chaque fois de se justifier en nous disant que nous méritons ce qui nous arrive, en nous stigmatisant, en nous faisant passer pour des personnes violentes, alors que c'est leur violence qui a causé tout ce qui se passe en ce moment. C'est leur violence sociale, c'est la violence policière, c'est la violence de la justice. C'est cette violence-là qui a provoqué le constat que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui est réuni, pour montrer aux gens qu'effectivement, la police ne fait pas son travail. Ou alors, si elle fait son travail, c'est uniquement dans le but de réprimer les gens qui ont la simple envie de vouloir aller gueuler dans la rue leur mécontentement. Les gens qui voulaient simplement vivre leur vie dans les quartiers populaires. Toutes ces personnes qui se sont retrouvées mutilées ou tuées suite à la rencontre avec la police, toutes ces personnes, malheureusement, aujourd'hui, n'ont toujours pas reçu justice. Très peu. Tellement peu. Maintenant, si des gens veulent venir prendre la parole, nous allons essayer d'attendre. Normalement, les autres blessés devraient arriver d'ici pas longtemps. Si des personnes souhaitent prendre la parole, notamment des gens qui sont blessés et que je ne connais pas, c'est tout à fait possible. Voilà, ben voilà. Moi, tu me connais. Eh bien tiens, je te laisse le micro. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci d'être là pour nous. Nous, effectivement, plus dans le micro, à fond. Je gueule dans le micro. Ça marche. Donc Antoine, on se connaît parce qu'on fait partie du collectif des mutilés pour l'exemple. Donc effectivement, on est beaucoup de blessés, c'est inadmissible. On est là pour nos droits, on est là pour nos enfants, on est là pour nos grands-parents, pour nos handicapés. Et on se bat pour tout ça, on se bat pour vivre au quotidien normalement, pour avoir des salaires décents. Moi personnellement, donc je travaille, mon mari travaille et malheureusement, on a souvent des fins de mois difficiles. Pourquoi on s'est battu? C'est pour ça. Moi je suis là aujourd'hui, je vous avoue, c'est la première manifestation que je fais depuis le 12 janvier, date à laquelle j'ai été blessée. Ça me fait beaucoup de bien de vous voir tous ensemble autour de moi. Parce que c'est pas évident, on a peur de la police, on les voit, on se dit qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire. Vous voyez, là je les ai vus devant nous escorter, la première réaction que j'ai eue c'est les enfants, calmez-vous, j'en ai déjà pris un. Voilà, ça fait très peur. Donc merci pour votre soutien à tous. J'espère que nos autres blessés vont bientôt nous rejoindre pour communiquer également. Merci à tous ceux qui me soutiennent au quotidien. Voilà, moi j'ai pris un tir de LBD dans la jambe, dans le mollet. J'ai eu donc une complication assez grave puisque ça a nécrosé, j'avais un trou de 8 cm. Les médecins ont été obligés de faire une greffe de peau. Heureusement, elle a pris du premier coup, mais ça a été un arrêt de travail, ça a été de longues douleurs, ça a été du fauteuil roulant, des longues journées de pleurs. Heureusement, j'ai mes amis, j'ai mon mari, j'ai le collectif. Alors oui, c'est pas une main arrachée, oui, c'est pas un œil. Je me considère comme victime quand même parce que ce gouvernement n'a pas à mutiler ces gens. On est là pour nos droits, on est là pour vous, on est là pour nos enfants, on est là pour nos anciens et encore une fois je le dis, pour nos handicapés et pour tout le monde. Merci à tous. Le tram qui s'arrête pour encourager les blessés, c'est magnifique. Dégagez la voie du tram s'il vous plaît. Laissez le tram circuler s'il vous plaît. Laissez-le faire son travail. Floriane nous dit je n'ai pas perdu de main, je n'ai pas perdu d'œil, mais je me sens quand même victime.
Je fais partie du collectif contre les abus policiers, le CLAF 33. Il faut savoir que la violence et la répression qui s'est abattue sur les gilets jaunes a été telle que face aux mutilés, des personnes qui ont reçu des tirs de LBD et qui ont eu des bleus, des chevilles, des entorses, comme dit Florian, des choses comme ça négrosées, n'osent même pas venir nous voir ou porter plainte en comparaison aux camarades qui ont été mutilés. Tellement, effectivement, quand on voit une personne avec une main arrachée, une joue arrachée, un œil arraché, on minimise la blessure qu'on a en se disant « Oh là là, j'ai de la chance, j'ai pas perdu une main, j'ai pas perdu un œil ». Voilà où on en est en France actuellement. Quand on rentre de manifestation avec nos 2 pieds, avec nos 2 mains et nos 2 yeux, on considère qu'on est des miraculés. On considère que sur le champ de bataille qui est devenu les rues de Bordeaux depuis 45 semaines, nous sommes des rescapés à chaque fois qu'on rentre de manifestations entiers et non mutilés ou non blessés. Voilà la réalité des manifestations en France aujourd'hui. C'est important de soutenir tous nos blessés et de les accompagner dans leur démarche pour déposer des plaintes. Sur Bordeaux, une vingtaine de personnes seulement ont déposé des plaintes et on sait qu'actuellement il y a au moins eu 2 ou 3 classements sans suite pour nos mutilés. 20 personnes, c'est pas assez. Chaque personne qui reçoit un coup de matraque, chaque personne qui reçoit un coup de poing, un coup de pied, des insultes de la part des forces du désordre doit porter plainte. Pourquoi? Non seulement pour dénoncer la complicité de la justice qui fait que la plupart de ces plaintes finissent dans le caniveau, mais pour faire fermer sa bouche à Castaner, qui dit que, voyez, c'est quoi le problème? Il n'y a que 20 personnes à Bordeaux qui ont porté plainte. Alors pourquoi vous parlez de violence policière alors qu'il y a à peine 20 procédures? Pour qu'ils se taisent, il faut que nous soyons nombreux et nombreuses, à chaque fois qu'on prend des coups, à aller porter plainte pour dénoncer ces violences. Il est aussi important que les gilets jaunes, qui malheureusement ont appris en manifestant de quoi était capable l'État policier, restent solidaires ou commencent à être solidaires des quartiers populaires qui depuis des décennies et sans aucune raison subissent ces violences policières. Parfois on a un nom, parfois on a un prénom, un lieu, une circonstance, mais parfois c'est un entrefilet. C'est Mamadou, mort dans un commissariat, ils ont tous 25 ans, ils ont tous des problèmes cardiaques. C'est fou comme les gens des cités ont des problèmes cardiaques dès qu'ils se retrouvent dans un commissariat. À Bordeaux, aujourd'hui, on avait le préfet l'Allemand, celui qui a conduit la répression pour les gilets jaunes et qui a été promu grâce à toutes les violences qu'il a commises, tous les blessés, il a été promu préfet de Paris maintenant. Et ce préfet a été remplacé par une dame, une préfète, qui elle a viré tout le monde de Calais, avec des méthodes qui sont totalement inhumaines, qui sont totalement, mais atroces. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu à Bordeaux, depuis que Madame la préfète est arrivée, c'est, en pleine canicule, de mettre à la rue des gens qui étaient dans des squats, des femmes enceintes, des gens qui étaient malades, des bébés. Il y avait un bébé de 2 mois. Elle les a mis dehors, sans abri, et avec des méthodes qui sont apparentées pour moi à vraiment un régime complètement policier. Alors ce sont des gens qui viennent avec des droits, qui sont en demande d'asile parce qu'ils ont été persécutés, pourchassés, maltraités, mutilés dans leur pays d'origine, et quand ils arrivent ici, on leur fait la même. LBD en qui est resté quelque temps dans les communs. Merci beaucoup, ouais. Comme vous le dites, effectivement, justice pour Olivier. Alors il faut savoir qu'Olivier est un simple pompier qui voulait simplement venir manifester. Il s'est retrouvé dans cette rue même, en train de fuir la police parce qu'il a eu peur, parce qu'effectivement ces policiers font peur. Il essayait de fuir et pendant ce temps, des policiers, la BAC pour ne pas les nommer, lui a shooté. C'est de la BAC? Oui, c'est de la BAC. La BAC lui a shooté dans la tête alors qu'il était de dos en train d'essayer de s'enfuir. Olivier s'est retrouvé là dans une mare de sang. Sa tête était en train de baigner dans une mare de sang. Il a été transporté à l'hôpital en urgence où il a été obligé d'être placé dans un coma artificiel. Il y est resté plus de une semaine, peut-être 2, je sais. 2 semaines, vous voyez. 2 semaines de coma. Pendant 2 semaines, on ne savait
pas si Olivier allait pouvoir s'en sortir, s'il allait pouvoir sortir du coma. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement Olivier en est sorti, mais il n'en est pas sorti indemne. Les problèmes psychologiques, les problèmes neurologiques aussi, dus à un tel choc à la tête, ont fait que, effectivement, aujourd'hui, Olivier ne peut plus pratiquer son métier. Lui qui s'est engagé comme pompier pour sauver des vies, ne peut plus le faire aujourd'hui à cause du travail de la police, à cause des décisions qui sont prises de tirer sur des manifestants qui sont de dos, qui sont en train de s'enfuir, qui ne posent aucune résistance. Ces personnes-là se font shooter comme des lapins. Nous sommes des gibiers et ils se prennent pour des prédateurs. Et c'est inadmissible. Pour Olivier et pour tous les autres, nous continuerons le combat. Olivier n'a pas pu être là, mais nous sommes toujours avec lui. Dans cette rue-là que Olivier a reçu un tir de LBD en pleine tête. Là où ce gilet jaune essaie de mettre la croix. Quand on voit les lives de l'époque, on voit bien les gendarmes arriver du coin de la rue là, mais ils se sont arrêtés là-bas, ils ont continué jusqu'ici et ils ont simplement jeté une grenade dans le dos. Les fameuses grenades, je sais plus quoi, là, avec de la TNT dedans. Ils lui ont jeté ça alors qu'il avait déjà shooté avec un LBD dans le dos. Ils lui ont tiré dans la tête et lui ont remis une grenade par-dessus. Ça s'est passé là où il y a la croix. Alors qu'il était là, il faisait rien. Merci. On entend là-bas que lui demander, appelez les pompiers, ils viennent de le shooter. Oui, on le voit qu'il le laisse à l'abandon en plus. Voilà. C'est lamentable. Allez, bourgeois bordelais, regardez le travail de votre gouvernement, regardez le travail de votre cher Manu, bande de cons qui votaient Macron. Comment on attend les blessés? Même police, même combat, gilets jaunes, et quartier populaire, même justice, même combat, gilets jaunes, et quartier populaire, même police, même combat, même police, même combat, gilets jaunes, et quartier populaire, gilets jaunes. Et quartier populaire, même police, même combat, gilets jaunes. Et quartier populaire, même police, même combat, gilets. Elle est où la police? Elle est partout. Elle est où la justice? Elle est partout. Deux personnes ont perdu leur main suite à l'explosion d'une BF4. Bien sûr, il y a Frédéric Roy, qui, à cause de la lacrymogène, à cause de la bousculade provoquée par la violence de la police, s'est retrouvé à terre, face contre terre. C'est là qu'il a vu une BF4 rouler vers lui. Il a simplement étendu sa main pour la repousser, pour ne pas se la prendre dans le visage. Il aurait pu mourir avec ça. Sa main a été explosée. Elle est dans le même état que la mienne. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il s'occupe de ses enfants et parce que la famille, c'est encore ce qui nous reste de plus cher et de plus important. Et bien sûr, aucun d'entre nous ne lui reprochera de ne pas être là, bien entendu. Fred a fait preuve d'énormément de courage. Il a affronté tout ça malgré le fait que sa mutuelle et son assurance aient refusé de couvrir ses dépenses. Tout ça parce que c'était soi-disant ce qu'on appelle un mouvement social. Et que dans ces cas-là, les mutuelles privées et les assurances privées ne prennent pas en charge les personnes blessées dans les mouvements sociaux. Il s'est retrouvé sans main, avec la crédit sur sa maison, avec tous ses problèmes d'argent, sans aucun soutien, autre que celui des gens qui avaient
suffisamment de cœur pour lui donner sur sa cagnotte. Et nous les remercions d'ailleurs, énormément, de sa part. Malheureusement, Fred aujourd'hui ne retrouvera jamais sa main, tout comme moi, parce que malheureusement, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, il y a des violences qui sont irréparables. Il y a des violences qui sont irréparables, ces violences existent. Et nous sommes là aussi pour montrer à M. Macron que oui, nous sommes là. Quant à moi, une semaine plus tard, Fred avait perdu sa main le 1er décembre, à l'acte 3. Quant à moi, ce fut le 8 décembre, à l'acte 4. À l'acte 4, j'ai découvert effectivement le mouvement des Gilets jaunes. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand je suis arrivé, j'ai adoré. Je me suis rendu compte que les Gilets jaunes étaient loin d'être ce que les médias essayaient d'en dire. Au contraire, j'ai vu beaucoup de joie, beaucoup de colère aussi, mais beaucoup de joie. Ça m'a fait énormément de bien. Quand nous sommes arrivés à la place Péberlan, un mur de CRS nous attendait. De la lacrymo à ne plus savoir qu'en faire, nous est tombé dessus d'un seul coup. Les flashballs ont commencé à voler. Désolé, pourquoi pas. Nous avons été surpris par une avalanche de violence. Malheureusement, effectivement, beaucoup de personnes ont été blessées, beaucoup sont restés encore anonymes et on ne les connaît pas toutes. Avec des amis, nous avions décidé que nous voulions exprimer notre violence d'une façon symbolique. Nous avons acheté 2 douzaines d'œufs que nous avons lancés sur les forces de l'ordre. Lorsque l'on lance des œufs sur les forces de l'ordre nous lancent des grenades. Il faut le savoir. Effectivement, lorsque je suis arrivé, j'étais parti faire une pause et lorsque je suis revenu, la place était dans un chaos tel qu'on se serait cru dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». Vous connaissez tous cette scène. Il y a un véritable chaos ambiant. Tout ça parce qu'effectivement la police ne sait pas faire autrement le maintien de l'ordre que par la violence et par l'escalade. Lorsque je me suis avancé, c'était sans crainte. Parce qu'à l'époque, pour moi, la police était incapable de blesser quelqu'un. Quelle naïveté j'ai pu avoir. Toutes les personnes qui me disent qu'il faut être idiot pour avoir ramassé une grenade, je leur dis oui, effectivement, j'étais idiot de penser ça. De penser qu'effectivement je pouvais aller en France manifester pour mes droits, que je pouvais sortir dans la rue pour donner mon avis, pour essayer de faire entendre ce que je voulais dire, et que derrière il n'allait pas essayer par tous les moyens de m'en empêcher. Comme pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui ici présentes, et pour toutes les personnes qui vont tous les samedis dans les rues. Lorsque cette GLIF4 a roulé à mes pieds, je ne savais pas ce que c'était. Comme beaucoup d'autres gens, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas l'existence de ces explosifs qui malheureusement sont utilisés depuis bien longtemps, notamment dans les quartiers populaires et surtout sur les ZAD. On pense notamment à Rémi Fraisse, qui lui n'a pas eu la GLIF4 qui a explosé dans sa main, et au niveau de sa capuche, ce n'est pas sa main qui a explosé, c'est sa tête. Ça, il faut le savoir. La OFFA a été interdite. Ils se sont mis à utiliser les GLIF4 et les GMB. On leur fait interdire une arme, ils en remplacent par une autre. Ça ne les dérange pas. Et lorsque cette grenade est atterrie devant moi, elle a commencé à envoyer de la lacrymo. Parce qu'il faut savoir que la GLIF4 envoie de la lacrymo. Et qu'elle est grise de la même couleur que la lacrymo. Alors forcément, moi, je ne voulais pas prendre toute la lacrymo dans la tête, d'autant que j'en avais pris beaucoup. Je me suis donc penché pour ramasser la grenade et l'éloigner de moi. Si au moins j'avais eu le réflexe au moins de me dire que je voulais la relancer, comme certains essaient de me le faire dire. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'un pauvre citoyen, un pauvre manifestant qui ne savait pas dans quoi il s'embarquait et qui a ramassé cette grenade simplement pour se protéger. Comme je vous disais tout à l'heure ici, la place sanglante, tous les gilets jaunes qui ont manifesté à Bordeaux, savent de quoi je parle quand je dis avoir obéi à l'ordre de dispersion, c'est pris en flashball et en laissant les camarades, mais quelle que soit la personne qui lui succède, on le voit avec ces préfets qui viennent caler, les violences elles sont toujours là, dès que la police a peur de nous parce qu'on est face à un pouvoir paranoïaque qui s'imagine qu'on est des voyous qui allons faire n'importe quoi. Monte sur moi. Qu'avant le moyen d'utiliser les forces de l'État, pour continuer. Donc la démocratie, elle est... « 22 septembre 2016.
Sous état d'urgence, un homme meurt dans des circonstances inconnues lors de son interpellation à Béziers. Par 5 policiers de la BAC, à Échirol. 56 ans, est abattu d'une scène de la en 8 octobre par le policier de la BAC. Par la violence sociale, de la même façon que les violences dans les manifestations sont créées par la violence de notre gouvernement. Ce sont eux les responsables, ce sont eux qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui, par leur inaction, provoquent effectivement la violence des personnes. La raison pour laquelle les voitures crament en banlieue sont les mêmes pour lesquelles Fouquet's a cramé et pour lesquelles toutes ces vitrines ont été cassées. C'est de la violence en réponse à une autre violence. Moi je ne suis là ni pour les juger, ni pour les condamner, ni pour les approuver. Je suis simplement là pour expliquer qu'effectivement, à un moment, le vrai responsable, ce sont ceux qui ont le pouvoir, pas les petits gens. Est-ce que j'ai réussi à apporter du changement? Écoutez, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, avec les moyens qu'on a. On fait ce qu'on peut. J'ose espérer qu'à notre petit niveau, on a réussi à alerter des gens. Et je pense que de toute façon, les yeux des gens se sont ouverts en fait simplement parce que aujourd'hui ces violences ne sont plus invisibles. Elles ont été visibilisées parce que notre gouvernement, M. Macron, ne se retient pas. Il ne retient pas ses coups, il ne cherche pas à cacher effectivement ces violences policières. Au contraire, il lâche ses policiers sur nous. C'est ça qui a ouvert les yeux aux gens. Il y a même des gens inconnus. Je crois qu'on vous en a parlé tout à l'heure. Je voulais revenir dessus. C'est compliqué au niveau aussi la justice. La justice, ils sont en train de clôturer tous nos dossiers. En gros, on n'est pas reconnu comme victime. Et c'est super compliqué. Macron et Castaner, on n'en parle pas. On balance mon porc. Parce que Macron et Castaner, ce sont des porcs. Macron et Castaner, ils tapent sur les femmes, ils épandent des gens, ils arrachent des mains. Il y a des femmes enceintes qui perdent leurs enfants en manifestation parce qu'ils sont matraqués. En fait, au bout d'un moment, on est en France, on n'est pas dans un pays de guerre. On est dans un pays libre, un pays où on peut manifester. Et je trouve ça inadmissible, en fait, qu'en France, en 2019, et ben, il y a encore tout ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais c'est pas fini. Et les gens, ils se rendent pas compte. Et je remercie tous les gens qui sont encore là aujourd'hui. On peut dire que le mouvement s'essouffle, mais je pense pas qu'il s'essouffle. Et je pense que c'est pour tous ces gens-là, parce que moi je me bats pas pour moi. Moi j'ai que 7 points de suture. Avec des problèmes psychologiques, mais j'ai que 7 points de suture. Il y a des gens qui ont perdu des yeux et des mains, et ça repoussera pas en fait. Quand on entend qu'il n'y a pas de violence policière et pas de blessures irréparables. Excusez-moi, mais venant du président de la République, de Castaner, ben voilà, c'était rien que du mensonge et excusez-nous, enfin ok on a été en retard mais le nombre qu'on est aujourd'hui c'est pas normal en fait, parce que ça c'est pas un mouvement gilet jaune, c'est un mouvement du citoyen en fait, et je trouve pas ça normal qu'on soit si peu dans la rue. Voilà, la répression policière, et je trouve pas ça normal que les gens ils s'ouvrent pas les yeux et qu'ils voient pas que ce gouvernement c'est des gros menteurs. Et ça se voit en fait, on leur prouve A plus B avec des preuves et on arrive encore à nous dire que non, on a tort. Non, qu'on s'est pris un caillou, non, enfin désolé, on s'est tous pris un caillou dans la tête petit et on n'a pas eu un trou de 15 cm, on n'a pas perdu un œil. Donc en fait, au bout d'un moment, je sais pas, je sais même plus ce qu'il faut faire en fait pour que l'État et le gouvernement ouvrent les yeux en fait. Je sais même plus en fait ce qu'il faut faire. Bonjour, moi ça va aller très vite, j'aime pas trop parler. Je m'appelle Dylan Méry, j'ai été blessé à Montpellier à la préfecture le 27 avril. J'ai été touché par une grenade de désencerclement, mais j'ai été hospitalisé 5 jours.
j'ai perdu l'usage de mon œil droit. J'ai eu des points de suture, j'ai eu plusieurs hématomes, j'ai eu plusieurs... et là je me rends compte que ça commençait à être jaune. Bon, là je rien, force au honneur, comme on dit. Cette petite blonde à côté de moi, c'est la copine à Dylan. Regardez dans quel état elle est. Elle pleure alors que son mari ne pleure même pas encore. Elle a été plus touchée que lui, alors c'est lui qui a perdu son œil. Ils n'ont pas détruit ta vie. Ils ont mis ta vie sur pause. Elle va reprendre ta vie. Elle va reprendre votre vie. 2018, Kamel, commune. C'est pour dire qu'ici ces chiens m'ont abattu, juste là parce que je protégeais ma femme. Et en France, protéger sa femme maintenant est un délit, c'est tiré dessus. Le problème aussi en France, c'est les violences faites aux femmes. Les CRS de 2 mètres qui s'amusent à taper sur des femmes d'1m60, les bastonnets pour rien, les mecs de la BAC. Donc voilà, donc ça aussi j'en ai marre. J'arrête de me prendre pour moi, maintenant c'est plus pour les femmes. Et il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol que les femmes se fassent tirer dessus, se fassent défoncer, parce qu'on appelle ça défoncer. Ils vont même pas au corps à corps avec des mecs de 2 mètres, ils préfèrent aller chercher les femmes qui font 1m60, et ça non, c'est dégueulasse. Donc c'est ici que je me suis fait shooter pour protéger ma femme. Voilà, merci à tous, merci Bordeaux. Normalement, ils devraient faire la circulation. Apparemment, la manifestation est déclarée. C'est bien ça, Myriam, elle est déclarée. Normalement, ils sont là pour nous protéger. Et on voit que l'effet inverse. Regardez, les voitures arrivent. Il n'y a aucun
aucune force de l'ordre qui est là pour nous protéger. Ils sont là uniquement pour nous gazer, nous fracasser, les mutiler. C'est tout ce qu'ils sont, c'est tout. Hier, moi j'ai pris dans la tronche à bout portant parce que j'ai voulu défendre un papy qui voulait frapper. De la gaz lacrymogène, je suis en colère, ils ne me feront pas rentrer à la maison, c'est hors de question. C'est fini ça, j'ai pas peur d'eux. Et c'était où vous vous êtes fait gazer? Péberlan. Ils ont voulu frapper un homme, un vieil homme. Ils ont voulu le frapper, je leur ai interdit de le faire, mais par contre j'ai pris dans la gueule de lacrymogène à bout portant. Ils n'ont pas le droit, c'est écrit sur le récipient. C'est pas normal de faire ça. Voilà. Alors maintenant les forces de l'ordre se sont mis maintenant c'est trop tard. C'est trop tard, on aurait pu avoir un accident, ils auraient pu nous renverser les gens. Ils arrivent ici comme des malades, ils auraient pu nous renverser. Donc c'est pas normal. La manifestation des dames qui ont avorté à cause des violences policières. Et j'ai vu à la rue Sainte-Catherine une famille au milieu des gaz avec un bébé. Ça aurait pu être le mien, ça aurait pu être celui d'un autre, ça aurait pu être n'importe quel. Donc voilà, c'est pour représenter la répression policière vis-à-vis de nos jeunes. Quand on est en manifestation et que l'on a des jeunes, ils ne regardent rien. Donc ils tirent un peu partout sans... Ils tirent partout sans regard. D'accord, d'où le bébé. D'où le bébé. D'accord, je vous remercie madame. Au revoir. Oui, pour que vous soyez derrière nous en fait. Venez derrière, non, mettez-vous sur le... Voilà. On avance comme ça, tout le monde se met derrière nous. Il faut absolument se battre contre les licenciements et contre les suppressions d'emplois qu'il y a partout. Il paraît que c'est fou. Je sais pas si vous lisez les commentaires. Non, Vous avez plein de commentaires. Ah ben c'est gentil. Ouais, ok. Donc moi en fait j'ai été blessé le 1er décembre Paris. 1er décembre Paris acte 3. J'ai reçu un tir de LBD en plein visage. Alors heureusement j'avais un masque de ski parce qu'à l'acte 3 en fait il n'y avait pas encore cette interdiction de se camoufler, de se protéger. Donc du coup j'avais pris pour me protéger et ça m'a peut-être sauvé dans le sens où j'aurais pu être plus blessé, peut-être même sur avoir un œil éborgné. Enfin quoi qu'il se passe aujourd'hui je suis à peu près dans le même problème de santé parce que j'ai l'œil droit qui ne voit plus. Qui voit plus bien. J'ai le nez complètement écrasé à plus de 90%. J'ai des problèmes de mémoire, des problèmes à l'écriture, problèmes de tremblement. Voilà, donc aujourd'hui on est encore dans les soins, encore 10 mois après. Ça fait 10 mois, ça va faire 10 mois. Donc je suis encore dans les soins. Dernièrement on m'a fait des IRM parce que là ils viennent de découvrir qu'il y a une masse graisseuse qui est en train de se former derrière l'œil, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Donc côté médecine, voilà, on est encore en plein dedans, quoi. Après, il y a l'arrière de tout ça, notre nouvelle vie, parce qu'on peut dire que c'est une nouvelle vie, parce qu'on doit tout réapprendre. Je ne peux plus faire mon boulot que je faisais avant. À cause du boulot, j'avais plus de moyens, donc j'ai préféré rendre l'appartement. Ça fait 10 mois que je suis domicilié dans une association, mais concrètement, j'ai plus de chez moi, je suis à droite à gauche. Heureusement que j'ai des amis qui m'accueillent, mais c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué, tout ça. Tu veux dire autre chose Non, aujourd'hui on est là parce qu'on veut montrer à tous ceux qui ne veulent pas le voir encore que les blessés existent vraiment,
qu'il y en a et qu'il y en a encore de plus en plus et qu'il y en aura encore malheureusement. Et on est là pour rien lâcher et pour dénoncer tout ça. Voilà. Donc on lâche pas. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. C'est pas la manif qu'on aurait voulu, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Mais avec ce qu'on avait, avec les moyens qu'on avait, on a réussi à faire un truc qui était quand même assez beau. Donc je suis assez content du résultat. Maintenant, il va falloir qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et qu'on fasse en fonction pour les prochaines. Bien sûr. Parce que les prochaines, croyez-moi qu'il va y en avoir d'autres. Parce que malheureusement, c'est pas avec cette manif-là que les violences policières vont s'arrêter d'un coup. Hein. Alors j'ai perdu ma main le 8 décembre sur la place Péberlan à Bordeaux suite à l'explosion d'une GF4 que j'avais confondue avec une grenade lacrymogène. Donc voilà, je me suis baissé pour la ramasser et l'éloigner de moi parce que je ne voulais pas prendre de la lacrymo. Sauf que malheureusement ce n'était pas une lacrymogène mais une GF4 qui a 25 grammes de TNT à l'intérieur. Spécialement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont rejoint la manif des mutilés, la 3e marche des mutilés pour l'exemple, parce que c'était un travail assez laborieux pour nous. Dans Bordeaux, c'est pas Paris non plus, c'est pas la même organisation, il y a beaucoup moins de blessés présents sur Bordeaux et c'est vrai que c'est un petit peu plus laborieux pour organiser tout ça. Et au final, on est assez satisfait du résultat et on remercie vraiment tout le monde, les journalistes, les manifestants, même les citoyens qui ont bien voulu nous écouter. À certains points, on a pris la parole. Rien que le fait qu'ils s'arrêtent et qu'ils regardent un peu ce qui se passe. Même... Bonjour, je m'appelle Bilal. J'ai laissé à Montpellier au niveau de la préfecture. J'ai un œil droit, après une grenade de 7 pour moi. Et je passe des images de mon enfant, la maison. Je commence à faire le faisceau luminaire. Les photorécepteurs. J'ai été hospitalisé 5 jours à Montpellier à l'hôpital. Et j'avais plusieurs hématomes dans l'œil et sur l'œil. Des points de suture, des savons. Et ils ont mis 10 jours avant que mon œil mort. Donc Bilal n'a plus de vue, mais avec son œil, mais par contre il a pu conserver son œil. Ouais. Donc déjà... Ça l'angoissait beaucoup parce que comme il dit en fait ils l'ont laissé sortir de l'hôpital, mais en fait le deuil était tellement gros qu'ils ne savaient pas. Ils n'arrivaient pas à lui faire des examens, ils n'arrivaient pas à ouvrir l'œil, donc ils l'ont laissé sortir, ils lui ont redonné rendez-vous tous les 2-3 jours, jusqu'au jour où, 10 jours après l'accident, où ils lui ont dit les photorécepteurs sont détruits, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas recréer. La rétine est très abîmée, il y a un début de cataracte, la cata quoi. Donc ouais, il ne voit plus rien. Et ça a été dur. En fait, l'accident pour lui, le fait que ce soit la police qui lui a fait ça, on en est parvenu, surtout que c'était une manifestation très calme ce jour-là, il n'y avait pas de black bloc, c'était vraiment calme. Il y a une grenade qui a été lancée sur un poteau en fait, et qui a dérivé à 90 degrés et qui a explosé. Bilal a fait l'erreur de la voir tomber et de la regarder en fait. Il a juste fait l'erreur de la regarder parce qu'il s'est pris un éclat en plein œil. Tu étais avec lui Non, moi j'étais pas là en direct. On m'a tout de suite appelé, Dylan était blessé, moi j'ai récupéré mon homme avec un bandage, un truc comme ça, son œil. J'ai appelé les pompiers, ils sont pas venus, j'ai dû prendre ma voiture, aller aux urgences. C'était vraiment aux urgences, il a attendu au moins 5 heures avant d'être pris en charge, comme si voilà, le crevé c'est pareil. Encore une fois le système, voilà. Est-ce que tu pourrais dire que vous avez donc perdu votre travail Ouais, Dylan a perdu son travail, forcément, l'accident, de toute façon, même psychologiquement, il faut se reconstruire. Moi aussi j'ai perdu mon boulot, on était tous les deux en intérim. Moi, je loupais un jour, je loupais 2 jours, je voulais rester avec lui, lui mettre ses gouttes, lui faire ses soins, parce que voilà, et au final, jusqu'au jour où ils m'ont dit de ne pas revenir, donc moi je me retrouve avec mon petit chômage, je me retrouve avec des indemnités journalières ridicules de l'assurance maladie. Non, 550 à peu près. Enfin, voilà, notre APL en plus de ça il a baissé, on n'a pas compris pourquoi. Vraiment. Moi ça m'a empêché de passer mon permis là du coup. Aussi, j'ai 4 à lui, 4 sur 10 et là je mets la même chose. Ouais, parce qu'il y a une malformation de naissance à l'œil gauche. Donc, tu m'as dit que ça on va pouvoir le rectifier normalement. Ouais, avec une lentille ou des lunettes avec des gros verres quoi.
Il va falloir que son cerveau il se réadapte à tout ça parce que là il y a les mauvais repères. Donc le jour où il va mettre une lunette, où il va prendre ça va être compliqué pour lui de reprendre d'autres repères et de bien voir. Donc voilà, on essaye de se reconstruire. On est jeunes, c'est pas facile. On venait juste de prendre notre appart pour commencer. On avait un boulot en intérim, on espérait que ça aboutit à quelque chose. Mais au final, bah là, on est sur pause. Voilà. On attend, on fait notre petit truc avec l'avocate au niveau de la justice et voilà, ça va se faire doucement mais sûrement parce qu'on n'a pas envie que ça soit classé sans suite comme d'autres, enfin, malheureusement. En tout cas, vous êtes un très beau couple. Merci. Vous êtes très courageux et moi vous me bluffez, hein, vraiment. Voilà, j'ai pas de mots pour dire vraiment ce que je ressens et je te sens émue. En fait, on n'a pas le choix de rester fort, mais c'est bien. On se met tous une balle dans la tête et c'est fini quand même. Donc on est là, on vous lâche pas. Et puis il y a le collectif aussi, c'est très important de continuer ces marches, de se regrouper parce que ça nous fait tous du bien, on se libère, on se comprend. Moi quand je discute avec la femme de Jim, on sait de quoi on parle en fait. Elle a vécu à peu près la même chose que moi, bon pas les mêmes proportions, on n'a pas la même vie, donc, mais on arrive à se comprendre et c'est vraiment important qu'on soutienne les mutilés pour l'exemple. Et qu'on puisse continuer à faire tous ces rassemblements et ces marches et on lâchera rien de toute façon pour que ça bouge. Voilà. Alors, moi en fait je manifestais à Bordeaux le 12 janvier 2019, là en début d'année. Et ce qui m'est arrivé c'est qu'à la fin de la manifestation, en partant de la manif, eh bien j'ai pris un tir de LBD dans le mollet. Donc les forces de l'ordre étaient à une quarantaine de mètres de moi. J'ai aidé un blessé à ce moment-là, mais quand je me suis relevée de l'aider, j'ai pris un tir de LBD dans le mollet. Tir de LBD qui au début c'était juste un hématome, comme on peut le voir sur les photos que j'ai imprimées. C'était juste un hématome, ça a fait une grosse cloque. Sous la cloque c'était déjà nécrosé. J'ai vu plusieurs médecins qui n'ont pas décelé cette chose-là, s'en sont excusés, ils ne connaissaient pas ces blessures, pour eux c'est des blessures de guerre. Donc le chirurgien a dû enlever cette nécrose pour éviter qu'elle ne s'étende et que je perde ma jambe. J'ai eu très peur de perdre mon pied. Voilà, après il y a eu une greffe de peau, après moult pansements, une greffe de peau. Là ça s'est à peu près remis, j'ai une belle cicatrice quand même. Mais voilà. Est-ce que tu marches correctement maintenant? Oui, je marche correctement. Il n'y a plus aucun souci pour marcher? Non, il n'y a que les séances de sport qui sont quand même encore un petit peu difficiles parce que malheureusement, j'ai essayé de faire du sport pour perdre un peu de poids, j'ai été touchée à ce moment-là. Donc voilà, j'ai dû arrêter le sport pendant 3 mois. Là, je reprends tout doucement. Voilà, d'accord, tout doucement. Mais j'ai été arrêtée 3 semaines, j'ai dû avoir le pied dans un plâtre au niveau de la greffe. Donc fauteuil roulant, je ne pouvais pas me déplacer sans les béquilles, enfin ça a été une galère sans nom. Donc tout ça c'est derrière nous, maintenant c'est dans la tête qu'il faut que ça se guérisse. Alors, je m'appelle David Brédanstin, j'ai 40 ans, j'ai été mutilé aux Champs-Élysées le 16 mars entre le Fouquet et la banque. Au moment en fait que le Fouquet s'y cramait, j'ai pris le tir d'LBD en fait en redescendant normal, je chantais normal. Je chantais, je marchais normal. En fait, je me suis écarté pour éviter les gaz et tout parce que j'étais fatigué du gaz du matin. Donc leur gaz il avait changé. Et je prends le tir d'LBD en fait en pleine face. J'ai l'impression de prendre un parpaing dans la tête. Donc, ça m'a mis KO. Enfin, j'étais pas KO, mais je suis tombé. Je me suis accroché une dame pour éviter que ça avance. Après, les strict medics sont venus et ils m'ont soigné en fait. Ils ont regazé 2-3 fois sur nous en fait. C'est ça qui est hallucinant en fait. On est carrément obligé de me passer un masque à gaz pour... je savais pas, tu vois. Ouais, donc c'était un chaos total le 16 mars. Après, je regrette pas d'avoir été là-bas. Après, c'est la vie en fait. On tire des BD, un truc perdu comme on va dire. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi. Donc je me suis fait abattre. Parce que moi j'appelle ça abattre, je me suis fait abattre le 8 décembre à Bordeaux parce que je protégeais ma femme. Pour Victor Hugo vers 18h30. J'ai pris un tir de flashball qui m'a assommé direct à ce niveau-là. Donc j'ai perdu tout mon côté droit du visage, gencive compris, sinus compris. J'ai pris 18 plaques, 16 plaques, 40 vis. Voilà. En fait, Jimmy, tu m'as dit tout à l'heure que du coup tu as perdu ton œil, mais que tu as aussi perdu ton bébé parce que ta femme a fait une fausse couche. C'est pas moi qui ai perdu le bébé, c'est Célia. Si, toi aussi. Oui, enfin moi aussi, mais c'est plus Célia qui a perdu le bébé à cause des gaz.
Donc elle a fait une fausse couche à 2 mois et demi à peu près. Donc Vanessa qui a été blessée et donc Alex s'est proposé de l'interviewer lui-même. Je trouve ça magnifique. Vas-y Alex, à toi. Donc c'est vous Vanessa alors? Oui c'est moi. D'accord, ok. C'est la charmante demoiselle qu'on parle tout le temps qui a perdu un œil. Ouais ben franchement vous êtes une héros pour beaucoup de personnes et vous faites beaucoup de soutien à Omutilé pour l'exemple et vous n'hésitez pas à donner un peu de votre cœur et c'est bien ça. Vous continuez même malgré la galère et malgré tout ce qui se passe, on se rend compte que quand même vous avez un grand cœur et que vous pouvez représenter la France. Donc j'espère un jour que vous serez quelqu'un de grand et je pense déjà. J'en resterai là. En fait, il devait t'interviewer, mais il s'est auto-interviewé. Non, il m'a fait une grande déclaration. C'est magnifique, j'en suis vraiment émue. C'est ça, moi aussi. Donc, du coup, voilà. Ah, oui, moi aussi, il m'a émue de ouf. Est-ce que tu peux donc te présenter, nous expliquer ce qui t'est arrivé et puis comment tu vis maintenant? Donc, moi, c'est Vanessa. J'ai été impactée le 15 décembre 2018 aux Champs-Élysées. Donc, je me suis pris un coup de flashball juste ici, à 5 mètres. Donc, une brigade de là-bas qui est arrivée, il m'a tiré en plein visage, clairement, alors qu'il se passait strictement rien. Donc, au fur et à mesure des mois, j'apprends un peu l'état de santé parce qu'on n'a pas tout fait tout de suite. Donc, j'ai des plaques en métal qui ont été posées au niveau du front, de l'arcade, tout ça, parce que j'ai une partie de l'os de la boîte crânienne qui a sauté. J'ai eu des traumatismes partout. J'ai une hémorragie cérébrale qui a pas mal abîmé le cerveau, donc j'ai besoin de rééducation du cerveau 2 fois par semaine à retravailler pour pouvoir... Là je vous parle normalement mais c'était plus compliqué au début. Les pensées cognitives sont abîmées, les chiffres, tout, la mémoire, tout. Est-ce que tu as perdu ton œil? J'ai pas perdu mon œil est toujours là mais mon œil ne voit plus. Ah tu ne vois plus? En fait le choc a été tellement violent que ça a tout cassé, ça a écrasé ma rétine et ça a fait des trous dans le nerf optique. Donc en fait tout ce qui me reste en vision c'est 0,5 à peu près. En fait donc si je fais ça par exemple je ne vois rien à part les lumières, donc le ciel et toutes les lampes donc, qui me gênent énormément, qui me font beaucoup de douleur. Après par la suite de l'œil on s'est rendu compte que j'avais 2 choses, un trauma dû au traumatisme crânien au niveau des sinus qui m'empêche de bien respirer et de bien sentir, mais j'ai aussi une partie des sinus qui ont été abîmés. Et donc du coup j'ai perdu une partie de l'odorat et du goût. Donc on ne sait pas trop, entre 50% peut-être je pourrais récupérer mais c'est pas sûr. Donc voilà, on travaille aussi là-dessus, on travaille avec les kinés pour essayer de refaire bouger mon sourcil et mon visage. Tout sera pas possible mais voilà. Et puis là le trauma crânien en fait m'a créé de l'épilepsie. Donc en fait je fais pas mal de petits comas dus à l'épilepsie et donc voilà, après j'ai rien pour tout ça et c'est un peu compliqué. En tout cas, merci pour ton sourire. Voilà, je sais que tu es fatiguée, je ne veux pas te garder trop longtemps. Honnêtement, c'est le soutien. Moi, quand je suis sortie d'hôpital, de lire des milliers de messages de gens, des petites grand-mères qui m'ont écrit des poèmes, des trucs. C'est ça qui m'a fait relever la tête. Et quand je dis toujours la liberté est perdue, l'égalité est perdue, mais la fraternité, c'est ce qui nous sauve et ce qui nous sauvera. Il faut continuer. Et il faut voir tout ce qui s'est créé, quoi. Et pour les blessés, non blessés, pour ceux qui sont en prison, pour rien du tout, pour... Et voilà, et ça fait des années qu'on se fait, parce que c'est pas que depuis les gilets jaunes qu'on tire sur les gens, c'est aussi depuis les banlieues, depuis tout ça, et il est temps qu'on arrête tout ça, et c'est cette fraternité qui nous permettra de gagner le combat en fait. Sans fraternité, on ne pourra pas réussir.